Femmes d'ombre, femmes de lumière. Bonjour à vous qui nous écoutez, Florian Dai vous amène aujourd'hui à la rencontre de Sally. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Femmes d'ombre, femmes de lumière qui est la suite de celui de la semaine dernière. Nous parlons donc avec Sally, une enseignante en collège et lycée qui donne des cours sur la santé et le corps humain et elle donne ses cours à la fois en anglais et en mandarin. Elle promeut activement l'éducation bilingue dans le cadre de cette politique du gouvernement de développement de l'enseignement bilingue. Comme vous le savez, si vous écoutez régulièrement nos émissions, à RTI, on a notamment parlé de cette politique, mais aussi des politiques de revitalisation des langues locales, des langues autochtones, des langues aussi comme le taïwanais ou le hakka. Et je lui ai demandé comment elle se positionne avec d'un côté les langues locales qui sont pour certaines presque en train de disparaître, et d'autre part cette tendance à la mondialisation, à la promotion de l'anglais comme langue internationale, etc. De ce que j'ai observé, les langues locales ne sont pas en train de disparaître. Au contraire, dans les écoles, s'il y a des élèves autochtones, il est possible d'ouvrir un cours de langue autochtone selon l'origine des élèves. On ne peut pas dire que ces langues-là ne sont pas présentes, c'est juste une option de plus. C'est une option de plus, mais quels sont les facteurs qui influent sur le choix d'apprendre une langue locale ou l'anglais ? Bien sûr, pour beaucoup de parents, les avantages de savoir parler l'anglais sont très clairs. Par exemple, pour trouver un travail plus tard, les recruteurs choisiront forcément un candidat qui maîtrise mieux l'anglais. C'est très pragmatique, c'est une langue internationale, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas étudier le taïwanais ou sa langue maternelle. D'autre part, en ce qui concerne le multiculturalisme, mon mari est très actif pour inviter en classe des nouveaux immigrants. Cela permet aux enfants de mieux connaître une partie de la population qui est déjà toute proche autour de nous, les gens qui viennent du Vietnam, des Philippines, etc. Les enfants taïwanais ne sont pas très au courant de comment ça se passe pour eux lorsque ces gens arrivent à Taïwan, et les incompréhensions et différences culturelles peuvent mener à des conflits, des moqueries entre enfants, etc. Donc c'est aussi urgent d'aller à la rencontre de ces étrangers qui sont déjà là, autour de nous, avec qui nous vivons au quotidien. Ces invitations en classe d'étrangers, on en a parlé dans l'épisode de la semaine dernière, c'est le fait que Sally et son mari donc invitent des étrangers à venir chez eux et dans la journée, s'ils le souhaitent, ces personnes peuvent les accompagner à l'école, au collège, au lycée, et voir comment se passent les cours, voire partager aussi leurs propres expériences avec les élèves. À Taïwan, c'est vrai que quand on dit étranger en chinois, Waiguoren, c'est un terme qui désigne surtout les occidentaux. Les japonais ou coréens seront désignés par le nom du pays directement. Les personnes noires seront en général appelées Heiren, donc littéralement personnes noires, peu importe de quel pays ils viennent. Et pour les gens d'Asie du Sud-Est, on dira les nouveaux immigrants. Sally explique avoir déjà invité en classe des étrangers venant de pays africains et pour les élèves, au début, ils avaient assez peur, ils se demandaient s'ils allaient avoir une odeur, s'ils savaient parler anglais, si chez eux ils avaient l'électricité, la télévision. Et en fait, les élèves avaient beaucoup de stéréotypes et d'a priori. Je leur ai dit, ce n'est pas grave, ce sont des idées que vous aviez a priori. Maintenant, vous allez pouvoir le rencontrer vraiment. Ensuite, certains élèves m'ont dit qu'ils n'étaient pas aussi noirs qu'ils s'imaginaient. Ils n'avaient pas d'odeur, qu'ils parlaient mieux anglais qu'eux, etc. Je leur ai expliqué que les Éthiopiens qui peuvent venir à Taïwan pour étudier dans une université publique, qui plus est, sont parmi les meilleurs étudiants, et de ne surtout pas penser que leur pays est en retard ou arriéré. Il a expliqué qu'en Éthiopie, effectivement, il y a des endroits qui sont moins développés, mais c'est aussi le cas à Taïwan. Toutes les régions ne sont pas développées de la même façon, même si les enfants n'ont pas forcément vu ces endroits-là s'ils habitent dans un immeuble à Taipei. Sally a également partagé un autre exemple qui illustre bien comment le fait de rencontrer des personnes venant d'autres pays permet non seulement d'avoir une motivation pour parler anglais, de faire des efforts pour s'exprimer dans une autre langue, mais aussi de mieux connaître d'autres pays et aussi d'avoir une autre lecture de la situation géopolitique.
Le Burkina Faso était un allié diplomatique de Taïwan jusqu'en 2018. À l'époque où c'était encore un allié diplomatique, il y a 7 ou 8 ans, une amie qui enseigne le chinois à des étudiants étrangers à Taïwan a amené ses élèves au collège où j'enseignais et parmi eux, il y avait un Burkinabé. Les élèves l'adoraient, il avait la peau la plus sombre de tout le groupe, il était très actif, il leur montrait des danses africaines, il jouait au tambour. Il savait aussi jouer au foot et parlait chinois. Cela a marqué les élèves. Peu de temps après, le Burkina Faso a rompu ses relations diplomatiques avec Taïwan. Un élève est venu vers moi en courant depuis le bout du couloir, en pleurant et en criant « Ils ont rompu les relations diplomatiques !» J'ai demandé qui a rompu les relations avec nous et c'était le Burkina Faso. Cet élève était très triste et pleurait vraiment. En fait, ils avaient créé un lien avec ce pays. Avant que mon ami amène ses étudiants dans le collège où je travaillais, mes élèves n'avaient aucune idée de ce qu'était le Burkina Faso. Cela ne leur évoquait absolument rien. Après ça, ils étaient inquiets pour cet étudiant. Ils ont même organisé une fête de départ. Sally a continué à inviter des étrangers dans ses cours de temps en temps et depuis à peu près 5 ans, depuis qu'il y a la politique d'enseignement bilingue, elle s'est aussi très fortement impliquée dans ce projet-là en aidant les autres professeurs à mettre en place cet enseignement bilingue mandarin-anglais. Et en plus de ça, elle a aussi eu une petite surprise. Une nouvelle vie qui n'était absolument pas dans mes plans est arrivée. J'en suis très reconnaissante. Cette année-là, j'avais juste 40 ans. Quand j'avais 25 ans, un médecin en Australie m'avait dit que j'avais une très forte auto-immunité et que je ne pourrais probablement pas tomber enceinte. À ce moment-là, on m'avait dit clairement que je ne pourrais jamais avoir d'enfant. Le médecin lui avait dit que son système immunitaire éliminerait facilement tout ce qui vient de l'extérieur et percevrait un ovule fécondé qui tente de s'implanter comme un élément extérieur et ne l'accepterait pas. À cette époque, ça lui allait aussi parce qu'elle n'avait pas forcément de désir d'enfant et avec tous les élèves dont elle s'occupait, elle était aussi très entourée d'enfants. 1 an et demi après avoir rencontré mon mari, le jour de la fête des enfants, j'ai fait le test et j'ai eu 2 barres. À ce moment, c'était pendant le Covid, tout le monde faisait des tests et beaucoup de gens avaient aussi 2 barres, mais moi, c'est parce que j'étais enceinte et les autres avaient attrapé le Covid. Sally était très contente mais aussi très inquiète, elle avait peur de faire une fausse couche. Donc elle a fait beaucoup de tests, des échographies très régulièrement, mais aussi une amniosynthèse. Et c'est seulement un petit peu plus tard, lorsqu'elle a eu des résultats de tests positifs, qu'elle a commencé à oser dire à son entourage qu'elle était enceinte. Pendant cette période, je n'avais aucun symptôme, pas de nausées, de maux de tête, ni mal au dos. J'étais en bonne santé et j'ai continué à aller dans beaucoup de collèges et lycées pour des partages d'expériences. J'en ai fait presque une centaine, en plus de mon travail au collège, et j'ai aussi écrit mon mémoire. J'avais une vie extrêmement riche et un ventre tout rond. Je n'étais pas inconfortable pendant la grossesse. Je remercie vraiment cet enfant, il a soutenu la politique gouvernementale, il m'a laissé courir partout pour expliquer l'enseignement bilingue. Le collège où je travaille, à Moudja, m'a aussi laissé partir en congé 2 semaines plus tôt et pendant cette période, je suis allée à la clinique et j'ai eu mon bébé environ 6 heures plus tard. Sally explique que le fait d'avoir un enfant lui a aussi fait beaucoup changer sa perspective par rapport à ses élèves, par rapport à l'enseignement, par rapport au système éducatif en général. Ça m'a aussi fait changer mon attitude par rapport aux écoles. En allant visiter différents établissements, je me demande lequel conviendrait le mieux à mon enfant. Et lorsque j'enseigne moi-même, je me demande aussi comment faire au mieux pour eux. Je suis aussi plus attentive aux souhaits des parents. Avant, j'enseignais plus ce qui m'intéressait, moi et les élèves, mais je n'avais pas systématiquement les parents en tête. Maintenant que je suis aussi mère, je fais plus attention à leurs besoins. Alors qu'elle était enceinte, Sally avait organisé beaucoup de conférences et d'activités pour les professeurs autour de l'enseignement bilingue. Et avec un bébé, elle a voulu changer un petit peu cette approche.
Comme il y a de plus en plus de monde dans le groupe de professeurs qui promeuvent l'enseignement bilingue et qu'avec un bébé, je n'ai plus le temps d'organiser autant de conférences, avec tout le travail en amont et en aval que ça demande, j'ai décidé d'arrêter cela et de garder ce temps pour m'occuper de mon enfant. J'ai décidé à la place d'emmener les profs de Taïwan voir les écoles en Australie. J'ai contacté une agence de voyage et l'Office des affaires internationales du Bureau de l'éducation en Australie pour organiser cette coopération et j'ai pu emmener 2 groupes de professeurs là-bas. Au total, 47 ou 48 professeurs ont pu visiter les établissements scolaires en Australie. Ils ont pu voir ce qui était intéressant de l'enseignement en Australie à intégrer dans les cours à Taïwan. Avec ces projets, le Bureau de l'éducation primaire et secondaire et le ministère de l'Éducation à Taïwan ont eu vent de moi et avec leur soutien et celui d'autres professeurs cet été, nous allons aller en Australie avec 30 professeurs et ils pourront aller dans les écoles locales de primaire, collège et lycée observer les cours. Sally continue donc à porter ses 3 casquettes, moteur de l'enseignement bilingue à Taïwan, professeur en collège et maman d'un petit de maintenant 2 ans à peu près. Entre tout ça, les voyages qu'elle a effectués ces derniers temps en Australie lui donnent aussi des idées pour l'avenir. En allant comme ça en Australie plusieurs fois, je me suis dit que l'éducation là-bas est vraiment chouette. Et j'ai proposé à mon mari qu'on aille en Australie pour que notre fils essaye les cours là-bas. Si ça lui convient, on peut y rester. Et s'il ne s'habitue pas, on peut revenir à Taïwan. On aime bien aussi l'éducation primaire à Taïwan. Moi-même, j'ai fait mes études primaires à Taïwan et je trouve que ça donne des bases excellentes en chinois mandarin. On est encore en train de réfléchir à comment trouver un équilibre. Sally m'a expliqué que si elle retourne en Australie, ça sera peut-être aussi pour exercer là-bas en tant que docteur, puisque sa formation initiale était de médecine traditionnelle chinoise. Quoi qu'il en soit, je la remercie d'être venue à l'antenne de RTI nous partager toutes ses expériences et je vous dis à la semaine prochaine.